Hello! Avant de démarrer cette vidéo, je voulais faire un dernier appel à participation, un dernier appel à participation pour mon podcast en commun. Le prochain épisode est sur les parents. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous en avez envie. Je rappelle que tous les témoignages sont absolument anonymes et vous pouvez du coup m'envoyer votre témoignage audio de moins de 10 minutes à l'adresse mail contact@encommunpodcast.fr. Je rappelle encore que le style est complètement libre, c'est-à-dire que la seule limite que je vous donne, c'est 10 minutes, le fait que ça soit audio et le fait que il faut parler du thème des parents, mais sinon vous êtes complètement libre sur les sous-thèmes que vous voulez aborder, sur comment vous les abordez. Il y en a qui écrivent des trucs, il y en a qui juste parlent comme ça, ou voilà, vous êtes complètement libre. C'est vos 10 minutes et vous pouvez les prendre comme vous voulez. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'adolescence, c'est-à-dire cette période entre l'ado et l'adulte, et de donner 5 conseils que j'aurais voulu en fait qu'on me dise avant. Au début, j'ai fait une liste et je me suis dit, faudrait que je parle de ça, je faudrait que je parle de ça. Bon, déjà, je peux pas donner tous les conseils en une vidéo, ça serait un peu trop lourd. Et surtout, je trouvais que je partais un peu dans tous les sens. Du coup, j'ai décidé en fait de mettre ça par des espèces de catégories. Donc, il y a développement personnel, les relations amoureuses, l'amitié, les rapports avec les autres et le pro, les études. Voilà, j'espère que ça vous plaira et voilà. Au niveau du développement personnel, de comprendre que la personne en fait la plus dure envers moi, c'est moi. En fait, je pense que le monde professionnel, il m'a aidé à le réaliser parce qu'il a fallu que je me confronte en fait exactement à mes capacités et à mon jugement personnel et surtout je trouve que c'est un peu contradictoire parce que quand même à l'école on est noté, etc. Donc on a vraiment une manière assez directe de s'évaluer. Et en fait, j'ai commencé à vraiment m'évaluer correctement dans le milieu pro. Je pense que c'est parce que quand j'étais étudiante, je donnais pas tout ce que j'avais. Je faisais le minimum parce qu'on me demandait d'avoir une certaine note pour valider, donc j'avais cette certaine note pour valider. Bref, j'aurai l'occasion d'y revenir dans une vidéo où je vais vous parler du coup de mon parcours d'études. Et il se trouve que dans le monde professionnel, je fonctionne pas du tout pareil, je donne le meilleur, le max. Voilà. Et du coup, je me suis sentie, j'ai eu pour la première fois de ma vie en fait des évaluations qui correspondaient vraiment à mes compétences et à tout ce que je pouvais donner. Et il se trouve que même maintenant en fait, je me rends compte que la personne la plus relou en fait avec moi, c'est moi. Voilà, c'est-à-dire que là où je peux même avoir des compliments, des gens qui me disent vraiment des choses comme je suis fière de toi, c'est très bon, c'est très bien, tu as très bien avancé. Ça reste que si moi je décide que non, c'est même pas que je crois pas les personnes, c'est juste que non, c'est pas bon. Et ça, de l'avoir compris, alors je dis pas que que j'ai battu le gros boss, donc qui est moi, j'ai pas encore réussi. Mais par contre, j'ai compris que le gros boss, c'était moi. Et c'était pas, je sais pas, le patron de la boîte ou n'importe quelle autre personne. En fait, la personne la plus, j'ai envie de dire la plus toxique, mais je pense pas que je sois complètement toxique pour moi-même. Mais en tout cas, la personne qui me met le plus mal, en fait, c'est moi. Et même quand j'ai des conflits avec les autres personnes, parce que ça m'arrive quand même d'être parfois en conflit en fait avec des personnes extérieures, je me rends compte en fait après analyse que le conflit, il est surtout interne. C'est-à-dire que la personne, quand elle va me dire quelque chose qui va me heurter, c'est que souvent ça va du coup me remettre en fait dans des émotions que moi-même, au fond de moi, je me le dis quoi. Ça m'aurait, je pense, quand même bien aidé de comprendre ça avant, de comprendre que mes sentiments de me dire que je suis nulle, etc., c'est syndrome de l'imposteur à 100%, et que ça n'a rien à voir avec mes compétences réelles, mais c'est plus moi en fait, comment je m'évalue et comment je me juge. On arrive maintenant à la catégorie cœur. Mec, c'est pas des tampons émotionnels. Avoir un copain,
ça va pas enlever d'un coup tous nos problèmes existentiels, tous nos problèmes de jugement. Voilà, ça revient à ce que je disais dans le conseil d'avant, c'est que les problèmes, c'est pas qu'on est célibataire et qu'on est triste d'être célibataire. En fait, c'est juste que ça nous renvoie une image en fait de nous qui est pas, qui est pas quelque chose qui nous met en valeur entre guillemets nous-mêmes, voilà. Et ça, c'est quelque chose de ne pas considérer les mecs comme un tampon émotionnel ou comme quelqu'un qui va venir régler en fait nos problèmes ou venir nous soigner. Je pense que ça rend de suite les relations beaucoup plus saines de base, parce que du coup on ne met pas en fait le mec, alors je dis mec parce que je suis principalement hétéro, mais le partenaire en règle générale, on ne le met pas en fait sur un piédestal en disant oh mon Dieu, mon sauveur qui va me faire me sentir bien et heureuse, etc. Au final, quand même, dans l'expérience, je pense que vous aurez tous et toutes expérimenté ça probablement. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie, le fait d'avoir un copain, une copine, même plusieurs, etc., ça change rien. Alors je dis pas que la personne, le partenaire peut pas vous aider en fait dans votre développement personnel. Le cercle proche, en vrai, il a quand même un rôle à jouer dans le fait de nous faire grandir et dans notre épanouissement, ne serait-ce que sur la discussion, sur les échanges d'expériences, les échanges de conseils, comme par exemple cette vidéo. Mais cela dit, c'est pas le rôle principal, et je pense que si on démarre une relation avec le but principal d'aller mieux, je trouve que ça déséquilibre énormément la relation, et de suite en fait on va s'investir émotionnellement dans une relation qui est nouvelle, et du coup ça va pas être adapté. On va avoir tendance à attendre énormément, alors qu'en fait la personne elle vient juste de débarquer, elle sait rien, ça lui tombe dessus, oui d'accord, ok. J'aurais des tas de conseils à donner pour les relations amoureuses, mais je pense que ça c'est le premier à bien comprendre, c'est que la relation amoureuse elle a pas pour le but comme objectif principal de nous faire nous sentir mieux. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut agir sur ça, c'est nous-mêmes, et voilà. Au niveau de l'amitié, ce que je pense de l'amitié en règle générale, c'est qu'on n'en parle pas assez. On parle pas assez des sentiments et des émotions qu'on ressent en fait envers nos amis. Je pense que par exemple la rupture d'amitié, c'est quelque chose de très dur, et en fait les ruptures que j'ai le plus mal vécues dans ma vie, c'est avec des amis quoi. Les ruptures avec les mecs, ça c'est bon, genre ça fait quand même un petit moment que je suis plus ou moins ok avec ça, et que j'arrive à passer à autre chose et à me dire ok c'est fini, même plus, voilà, fini quoi, fini. Alors que les amis, enfin vraiment mes ruptures, parfois ça fait 10 ans, et en fait c'est encore pas des blessures peut-être pas, mais en tout cas des choses un peu douloureuses quoi, où je me dis ouais bon voilà, on n'est plus amis, je sais pas trop pourquoi, ça s'est passé comme ça, et voilà. Et moi-même, les fois où j'ai rompu avec des amis, et j'emploie vraiment volontairement du vocabulaire de rupture amoureuse, ça a été extrêmement dur. Et surtout, ce que j'ai pu remarquer quand même dans l'entourage, c'est que c'est pas quelque chose qui est compris. Je me suis trouvée très seule en fait face à mes ruptures d'amitié, où on t'encourage à se rabibocher, etc. Et en fait, parfois, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme une rupture amoureuse. Enfin, je veux dire, quand tu romps avec ton mec, c'est un peu malvenu quand même de dire. Enfin, je dis pas que ça c'est pas possible ou qu'il faut jamais le faire ou quoi, mais en vrai, les conseils de mais bats-toi, reprends-le, bon, je trouve honnêtement, c'est mon opinion personnelle, mais je trouve que c'est pas toujours le bienvenu. Et pour l'amitié, c'est souvent quand même des choses qu'on dit. On dit ah mais quand même, tu faudrait pardonner, il faudrait que tu te mettes à sa place, etc. Et honnêtement, il y a vraiment des fois dans ma vie où non en fait, non, c'était pas le problème que je pardonnais pas, c'était pas le problème que je manquais d'empathie ou quoi, c'était juste que non, mais c'est plus possible en fait, ça marche plus. C'est quelqu'un que j'ai envie d'enlever en fait de ma vie, parce que c'est plus possible, ça me fait trop mal, ou voilà, il s'est passé des choses qui en fait maintenant me font me sentir plus en confiance, ou des choses comme ça. Et je trouve qu'on en parle très peu.
On parle très peu en fait de ces sentiments-là violents qu'on peut avoir envers des amis. Je veux dire, là j'ai parlé de rupture, mais quid de la jalousie par exemple. Est-ce que vous avez déjà, dites-moi si vous avez déjà ressenti de la jalousie, mais d'amitié quoi. Et quand est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous l'avez dit? En tout cas, mon conseil pour l'amitié, ça serait vraiment de considérer ça en fait comme des vraies relations en fait, qui s'entretiennent et qui se finissent aussi, et que c'est normal, et qu'il faudrait qu'on en parle plus, en vrai, entre nous, et même avec les personnes concernées d'ailleurs. Honnêtement, mes meilleures amitiés, mes meilleures relations que j'ai eues, c'est les relations où j'ai pu dire les choses, où j'ai pu exprimer en fait mes mal-être correctement sans me dire, sans partir du principe que oh, c'est juste des amis ou oh, ils vont comprendre ou voilà. Le rapport aux autres, donc j'ai mis rapport aux autres, mais ça peut être aussi communication. Honnêtement, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur l'honnêteté et la sincérité. J'ai pas d'exemple à donner où ça m'a vraiment desservi. Je pense que dans l'absolu ou dans le relatif, je sais pas, ça dépend comment on le voit en fait. Je pense que dans l'absolu, il y a forcément des moments en fait où du coup il va y avoir des portes qui vont se fermer. Le mensonge, mentir à quelqu'un ou en tout cas omettre la vérité, omettre ce que je pensais. Je parle pas de toute franchise en mode on m'a rien demandé et je dis, hein, c'est pas ça. Je parle par exemple de dire à quelqu'un qu'on veut plus travailler avec lui. Et parce que c'est quelque chose en fait que j'ai vécu plusieurs fois déjà dans ma vie et aussi récemment. Et ça n'a pas été évident parce que au début j'ai été tentée de mentir, de dire autre chose quoi, de dire ah oui bah je peux pas trop, là je suis pas finalement c'est pas exactement ça, enfin voilà bref j'ai été tentée. Et après réflexion, je me suis dit non, mais en fait, j'ai pas envie de mentir là. J'ai envie d'être honnête. J'ai envie de dire en fait sincèrement que ça le fait plus en fait. On peut pas bosser ensemble. J'ai pas envie de bosser avec cette personne. Et ça n'empêche pas de le dire avec bienveillance, d'expliquer pourquoi, d'être respectueux aussi. Hein. On n'est pas obligé de se comporter comme des connards. Mais de dire aussi les choses à un moment, ça permet aussi. Alors bien sûr que la personne, elle peut mal le prendre et la personne, elle n'est pas forcément prête non plus à recevoir ça et ça ne fera pas forcément grandir la personne. Mais en tout cas, on donnera l'opportunité, déjà à nous, d'être sincères et de ne pas être en ah non, mais en fait, c'est pas parce que nanana. Et ça peut donner aussi l'opportunité à la personne de comprendre pourquoi. De ne pas être dans cette espèce de non-dit. J'ai encore des progrès à faire. Et après, quand je parle aussi de sincérité et d'honnêteté, c'est pas forcément dans le discours, mais c'est aussi dans l'action. C'est-à-dire faire des choses en fait qui nous ressemblent nous et de pas, surtout quand on a des doutes, quand on sait pas trop quoi faire, quand on est un peu pris en tenaille entre oui mais je sais pas parce que si je dis ça, si je fais ça, peut-être qu'on va me reprocher ça et ça et ça. Et à chaque fois que j'en ai parlé avec des personnes proches qui se reconnaîtront peut-être si elles regardent cette vidéo, les personnes m'ont souvent aiguillée en me disant écoute, tu sais, quoi que tu fasses, il y aura toujours des personnes pour critiquer ou même sans critiquer, mais pour ne pas être satisfaite de cette réponse ou pour mal le vivre. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de faire en sorte que tout le monde se sente bien tout le temps, en fait. Mais par contre, toi, si tu fais quelque chose qui ne te ressemble pas, que tu n'as pas choisi, avec lequel tu n'es pas à l'aise, et que en plus, tu reçois en fait des mauvaises ondes en retour, ça va être d'autant plus difficile de tenir en fait cette position-là. Du coup, le conseil, c'était toujours de sois honnête avec toi-même et sois sincère dans tes actions et fais ce qui, toi, en fait, te semble le plus juste et juste dans le sens juste avec toi-même, dans le sens honnête, voilà. Et écoutez, jusqu'à là, je dis pas que ça a toujours été facile, je dis pas que j'ai toujours eu des bons retours et que les personnes maintenant me remercient de tout cœur d'avoir dit des choses. Non, je pense que c'est faux en fait de penser ça. Mais en tout cas, moi, je suis à l'aise avec ce que je dis et ça me convient et voilà. Et pour finir, je finis sur un conseil pro-études parce que c'est quand même quelque chose d'important dans cette période, c'est poser des questions. Posez les questions
ou communiquer sur nos difficultés, sur les choses qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas à avancer, où on est bloqué, ou même on procrastine. C'est quelque chose, je vais vraiment donner un exemple concret de moi. Quand j'étais en études, j'ai fait plusieurs fois des projets, alors que ça soit des stages, des projets bibliographiques, enfin bref, des trucs comme ça, et on avait des tuteurs. Voilà. Pendant 5 ans d'études, je ne me suis jamais servie de mes tuteurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que je ne leur ai jamais envoyé un mail pour leur poser une question d'un point de vue méthodo, d'un point de vue qu'est-ce que vous pensez de ça, là, mon premier essai, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Jamais. Et ça, mais c'est une erreur, mais fondamentale. Fondamentale. C'est parce que c'est ne pas se servir en fait d'une aide qui est précieuse et qui en plus vous fait avancer en fait dans les compétences académiques de faire des rapports, etc., etc. Et je me dis, mais c'était complètement con, parce qu'il y a vraiment des moments en fait où je me suis retrouvée bloquée et où même maintenant je me dis, ah mais j'aurais pu tellement faire plus de choses si j'avais dédaigné en fait avouer ma difficulté en sachant que c'est rien. Enfin, je veux dire, maintenant je le vois avec ma thèse où du coup j'utilise mes tuteurs, enfin. Je dis quand est-ce que je bloque, sur quoi je bloque, et je demande des conseils et ça me fait avancer, mais de ouf. Et voilà, donc la leçon que j'en retire, c'est que il faut poser des questions, il faut dire en fait quand on n'y arrive pas, et ne pas procrastiner en fait sur ces questions-là, parce que plus vous faites passer du temps et plus vous prenez du retard, et plus ça vous paraît difficile en fait d'aller voir la personne qui est en charge de vous et de lui dire voilà, ça fait 2 semaines que je t'évite parce que j'arrive pas à débloquer ça, alors que ça se trouve la personne elle sait comment faire et en 2 minutes c'est bouclé quoi. Voilà, donc vraiment, si je dois donner un conseil au niveau des études et au niveau de la vie professionnelle, c'est communiquer sur vos difficultés et de suite. Attendez pas pour dire ah bah voilà, je suis bloquée, j'arrive pas à faire ça. Juste dites-le, et parce que au pire, la personne elle a pas la réponse. Mais dans ce cas, elle est au courant que voilà, il y a ça comme problème et on va trouver une solution, on va avancer, mais du coup, elle est au courant du blocage, ou au mieux, elle sait, ou elle sait quelle personne sait, et ça met en connexion et c'est beaucoup plus rapide. Et d'un point de vue de communication coordinateur, tout ça, même de vous, en fait, pour vous mettre en avant, c'est bien mieux. Voilà, parfois je me vois étudiante et je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu penses que tu ne peux pas dire? Pourquoi est-ce que tu penses que tu ne peux pas poser cette question-là? Oh là 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 là, mon Dieu. Bon alors, rien de catastrophique, hein. Au final, j'ai pas de grosses lacunes ou quoi, mais voilà, juste pour vous dire, posez les questions, communiquez sur vos difficultés, c'est ok, et même c'est là pour ça, enfin je veux dire, les coordinateurs ils sont là pour ça. Un mauvais coordinateur, c'est quelqu'un qui n'accepte pas que les gens soient en difficulté, lui c'est un con. Voilà, mais la plupart des coordinateurs quand même restent ok avec ça, et vraiment communiquer, dites vos difficultés, dites vos doutes, vos questions, c'est primordial. Bref, je vais m'arrêter là, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.